Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Public Sénat. Dans quelques minutes, une dizaine de minutes, place aux traditionnelles questions d'actualité. Ce sera une large part évidemment aux questions sociales sur la grève à la SNCF, les intermittents. Mais on parlera également de cette réforme territoriale dont on parle énormément ici au Sénat. Pour discuter de tous ces thèmes, je reçois Gérard Larcher. Bonjour. Bonjour. Sénateur UMP des Yvelines. Dans un instant, Jean-Pierre Sueur, le président de la Commission des lois, va nous rejoindre pour parler de cette réforme territoriale. Mais je voulais vous entendre, vous, l'ancien ministre du Travail, notamment sur cette question, aujourd'hui très importante. Là, tout d'abord sur la SNCF. Il reste à peu près une dizaine de pourcents de grévistes. Est-ce que le gouvernement fait tout pour arrêter la grève, selon vous ? Je pense que le gouvernement doit poursuivre, bien évidemment, l'examen du texte à l'Assemblée nationale, parce que la réforme est nécessaire. À mes yeux, elle ne va pas assez loin, parce que ne prépare pas suffisamment la SNCF aux réalités de 2019 et de 2022, avec les réalités d'une ouverture. En même temps, il n'y a pas d'autre voie, me semble-t-il, que tout en poursuivant le dialogue social, eh bien, que les grévistes cessent leur grève, qui n'a plus de sens aujourd'hui et qui, en même temps, n'apporte rien au débat. Donc, la fermeté du gouvernement m'apparaît indispensable. Je pense qu'ici, le ministre est assez ferme. Je pense que la fermeté du gouvernement est indispensable. S'il n'était pas ferme, il, en quelque sorte, entraverait des perspectives d'avenir pour la SNCF, mais aussi pour d'autres réformes dont notre pays a besoin. Le texte va arriver au Sénat d'ici quelques semaines. Quelle sera la position du groupe UMP ? Il le votera ou pas ? D'abord de voir l'état du texte. Quand il arrivera, bien sûr. Ensuite, savoir si le gouvernement sera attentif à un certain nombre de nos propositions. Vous savez, le débat sur la SNCF me fait penser à un débat que nous avons eu sur la Poste. C'était il y a un peu plus de 20 ans, et j'en étais le rapporteur. Et on avait hésité à l'époque à parler de société anonyme. On y est arrivé. Pourquoi dans notre pays serait-il si difficile d'envisager l'avenir ? Moi, j'ai confiance en la SNCF. Très grande entreprise. Nous avons un formidable réseau. Nous sommes en avance sur les autres, sur les réseaux à grande vitesse. Nous sommes en déficit sur le secteur du fret. Eh bien, ce grand service, qui doit rester un service public comme nous l'imaginons, pourquoi a-t-il peur de son avenir ? Autre question, bien entendu, sur les intermittents, parce que ça fait partie aussi de cette crise sociale qui agite le pays. Éventuellement, tous les festivals de l'été sont remis en cause. Le Premier ministre doit s'exprimer en fin de journée. Qu'est-ce qui va se passer selon vous ? D'abord, c'est une crise que j'ai connue il y a 10 ans. Et à l'époque, on m'avait chargé de trouver une solution. Je dois dire que j'ai trouvé qu'une solution temporaire et insuffisante. C'est un sujet difficile. Le Premier ministre, je pense, doit agréer, parce que sinon il remettra en cause complètement le paritarisme, l'accord des partenaires sociaux. Parce que ne l'oublions pas, nous nous dirigeons vers un déficit de l'UNEDIC cumulé de 24 milliards avec la situation que nous connaissons pour l'emploi. Et on ne peut pas continuer à faire financer par des salariés modestes du régime général le régime des intermittents comme nous le finançons aujourd'hui. C'est une affaire de justice. Il doit aller dans le sens des intermittents, c'est ce Non. que vous dites. Le sens des intermittents, c'est que rien ne bouge. Donc sur ce sujet, il faut agréer la Convention d'assurance chômage. Ensuite, je pense que le Premier ministre lancera une négociation. Ils vont peut-être réinventer un fonds que j'avais mis en place. Je crois que l'essentiel, c'est de savoir comment on finance une politique culturelle. On ne peut pas continuer à avoir des entreprises culturelles, à avoir des entreprises de l'audiovisuel qui font financer une partie de leur masse salariale par les assurances chômage payées par les salariés et les entreprises. Ça c'est indécent. Quand on parle d'équité et de justice, c'est inéquitable. On va attendre 18h pour voir le résultat des courses, mais visiblement, vous avez l'air bien informé. Je salue Jean-Pierre Sueur qui vient d'arriver, président PS de la Commission des lois. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour bien expliquer ce qui se passe sur la réforme territoriale ici au Sénat, parce que ça bouge beaucoup. Je vous propose d'écouter les explications de Tram Tranu. Elle est actuellement dans l'hémicycle. Elle va écouter évidemment les questions d'actualité. Elle va vous résumer point par point. Eh bien écoutez, Michael, effectivement, la réforme territoriale occupe beaucoup le Sénat et aujourd'hui il y a eu un coup de théâtre puisque l'on a appris la constitution d'une commission spéciale sur la réforme territoriale. Cette réforme pourtant, eh bien, les sénateurs avaient commencé à travailler dessus avec les auditions hier de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, et également l'audition des présidents de région. Mais tous ces travaux avaient été faits au nom de la commission des lois. Mais voilà que les sénateurs du groupe
communiste, ceux du groupe UMP, avec l'appui du groupe RDSE. Ce groupe à majorité de radicaux de gauche demande la constitution d'une commission spéciale sur ce sujet. Alors une commission spéciale, qu'est-ce que c'est? C'est une commission transversale qui peut prendre des sénateurs dans toutes les commissions et qui tient compte dans sa représentation du poids de chaque groupe politique. Demande acceptée. Voilà donc la commission des lois dessaisie. Le rapporteur initial, Michel Delebarre, devrait devenir président de cette commission spéciale. Toutefois, le rapporteur, lui, serait du groupe UMP. Alors, est-ce que c'est une tentative d'obstruction, comme l'ont dit certains sénateurs socialistes de la commission des lois? Est-ce que ça risque de faire prendre du retard à l'examen du texte? Ça, nul ne le sait, mais ce que l'on sait, c'est que la prochaine réunion de cette commission spéciale, c'est lundi à 17h. Merci Tam, merci. C'est très clair. Maintenant, on va poser une question à nos sénateurs pour avoir exactement le détail, et notamment le président de la commission des lois. Monsieur Sueur, est-ce que vous êtes floué aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez peut-être... Non, pas du tout. Non, vous êtes d'accord avec cette commission spéciale? Mais écoutez, des collègues ont demandé cela. Nous avons décidé de souscrire. Mais ça ne change pas grand-chose, voyez-vous. Votre consoeur a annoncé que le futur rapporteur serait différent de l'actuel, mais vous savez, ça n'engage qu'elle. Il y aura une commission spéciale et nous jouerons complètement le jeu. Je crois que le président d'une commission spéciale est classiquement membre de l'opposition, le rapporteur de la majorité. Il n'y a pas de raison de faire autrement. Ce qui se passera, c'est qu'au lieu d'être 49, nous serons 37. Nous avons lancé les auditions, un programme, etc. Cela sera légèrement remis en cause, mais soyons positifs. Il y a de petites péripéties. Ce qui compte, c'est de moderniser la structure territoriale de notre pays. La réforme, c'est cela qui compte. Est-ce qu'on est persuadé que la loi sera bien examinée à partir du 1er juillet au Sénat? Mais oui, puisque ça ne prend pas de retard. Mais non, le gouvernement est maître de l'ordre du jour pour ce qui concerne une session extraordinaire. Le texte a été inscrit et je vais vous dire, moi je suis heureux qu'on débatte. On n'a pas tous les mêmes idées, mais pour résumer en un mot, on a besoin de régions fortes. Je ne dis pas forcément des régions avec beaucoup de kilomètres carrés, c'est des régions fortes, des régions qui aient davantage de pouvoir que ce n'est le cas aujourd'hui. Voyez-vous, en Allemagne, les régions, le régime est différent. Je n'en doute pas, j'en suis même sûr. Mais les régions en Allemagne ont 10 fois plus de ressources par habitant qu'en France. Après, il faut garder des niveaux de proximité. Il y a les départements. Les départements peuvent subsister dans un certain nombre de circonstances. Ils peuvent aussi voir leurs compétences assumées par d'autres niveaux, par exemple des communautés de communes ici ou des métropoles là. On a bien compris. Gérard Larcher, je vais faire une question aussi assez simple. Est-ce que vous n'êtes pas en train de gagner du temps? Non, la commission spéciale, je l'ai souhaitée dans un interview au journal L'Opinion, c'était il y a tout juste un mois. Pourquoi? Parce que les sujets de réforme territoriale, ce sont bien sûr des sujets qui intéressent la commission des lois, mais qui vont beaucoup plus largement que les seuls sujets de la commission des lois. Modifier la carte régionale pour ensuite avoir un texte sur les compétences. Ceci touche la commission des finances, des conditions financières, la commission des affaires économiques, car il s'agit d'abord d'économie quand on parle de compétences économiques. Il s'agit aussi, parce qu'on en a très peu parlé, des conséquences sociales que vont devenir les fonctionnaires territoriaux. Voilà des vrais sujets. J'ai souhaité la commission spéciale qui est une manière de travailler, qui au contraire permet d'embrasser l'ensemble du sujet et de répondre quand même, je le dis à Jean-Pierre Sueur, à une improvisation, car nous en sommes, cher Président, au 4e projet de réforme des collectivités territoriales en 22 mois. Et j'avoue que sur le sujet, que le Sénat ait souhaité une commission spéciale, que le Président du Sénat ait bien voulu le porter, je l'avais souhaité publiquement, de même que j'ai souhaité qu'on ne soit pas dans une procédure accélérée, ce qui est tout à fait essentiel. Il faut que la navette fonctionne. Il y aura 2 lectures normalement. 2 lectures, ça n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que la procédure normale. On est bien d'accord. On a même, je ne sais pas si on l'appelle la procédure normale, elle est devenue exceptionnelle et ça n'est pas sain pour le bicamérisme. C'est une vraie course contre la montre. Mais enfin, beaucoup d'argussie.
Ce qu'il faut, c'est moderniser notre pays. Vous l'avez dit, monsieur Sueur, mais répondez peut-être à monsieur Larcher et sur c'est le pourquoi. Vous l'avez d'ailleurs raté en 2010. Mais oui, mais attendez. Je vais vous dire que vous avez raté en 2008, en 2006, je ne sais pas quand. Mais ça Je parle de la loi de 2010. Cela ne mène à rien. Ce qui est important, cher président Larcher, c'est qu'on se retrouve dans la même commission et que l'on dise que les arguties, les questions de procédure sont finalement secondes. Ce qui est important, c'est de savoir si le Sénat, comme on l'a fait pour les métropoles, saura trouver des majorités d'idées pour faire avancer les choses. Et donc, à cet égard, moi j'y vais dans un esprit constructif et ouvert. Qu'est-ce que vous faites des auditions de Bernard Cazeneuve, quand il y a eu hier, le ministre de l'Intérieur, qui va porter ce texte? Qu'est-ce que vous faites de l'audition des présidents Qu'est-ce des que régions? nous en faisons? Mais vous vous rendez compte, nous avons invité les présidents de région. 10 sont venus. 66 sénateurs souvent pour dire qu'ils étaient contre la loi. Sont venus, les entendent pas du tout. Le débat a été d'une grande richesse et ne s'est pas limité, et j'en étais très heureux, aux questions de découpage et de périmètre. Ça a été un débat constructif. Les auditions continueront la semaine prochaine et après. On veut travailler dans l'ouverture. Et moi, je tiens beaucoup à des régions qui soient solides, je vais vous dire pourquoi, et fortes pour l'économie et l'emploi, parce que c'est ce qui intéresse nos compatriotes. La sonnerie est en train de retentir. Gérard Larcher, il nous reste 2-3 minutes, allons-y. Oui, nous aborderons, j'en suis certain, les membres de la commission spéciale, dans un esprit constructif, mais dans un esprit d'exigence. Notamment, quand on voit l'état d'étude d'impact aujourd'hui, quand on a vu le secrétaire d'État, M. Vallini, nous annoncer qu'on ferait 25 milliards d'économies, puis 10 milliards d'économies, alors que le sujet financier et de la maîtrise de la dépense publique est un sujet essentiel. Sur ce sujet, nous serons exigeants. Qu'en est-il réellement de la qualité de l'étude d'impact? D'autre part, économie, c'est important, mais aussi quelle démocratie territoriale nous pouvons avoir? Est-ce qu'on veut une France qui serait des no man's land ruraux entre des métropoles attractives? Cette France-là, moi qui vis dans une métropole, je n'en veux pas. Car ce qui m'intéresse, c'est toute la France. Et ça, c'est un des enjeux. Et moi qui vis dans un département rural où il y a une grande agglomération, je n'en veux pas non plus. Et, voilà. Et le Sénat se retrouvera que le gouvernement nous écoute et le on monde pourra rural avancer. à côté d'une ambition pour le monde urbain. Mais il faut une ambition pour les deux. C'est l'entente. Oui, au-delà des slogans, moi, c'est du concret que je veux. Et du concret, notamment dans le domaine de la proximité et du social. Parce que je sens une grande désespérance du territoire rural. Il n'est que de regarder comment le territoire rural a voté aux élections européennes pour entendre ce cri d'angoisse. Cela vaut pour tout le monde, pour tous les partis républicains. Voilà, le débat est lancé, on va vous retrouver lundi dans les commissions et on va suivre tout ça. Avec plaisir. Évidemment, sur l'antenne de Public Sénat, je vous laisse rejoindre l'hémicycle parce que la traditionnelle séance des questions d'actualité s'apprête à commencer. Le président Jean-Pierre Bel est actuellement en train de présider cette séance. Nous allons avoir l'image à l'instant sur notre antenne. Nous allons rejoindre cette séance où il y aura de nombreuses questions, notamment sur l'aspect social, sur la SNCF. Il y aura des questions aussi sur le problème des intermittents du spectacle. Vous avez annoncé tout à l'heure que le Premier ministre Manuel Valls s'exprimera en toute fin de journée aux alentours de 18h. Il tiendra une conférence de presse après la remise du rapport du député Gilles qui doit remettre ses conclusions sur ce problème des intermittents du spectacle. Et puis il y aura d'autres questions évidemment sur le vin, très important. François Patria, le président de la région Bourgogne, viendra s'expliquer tout à l'heure sur notre plateau pour on refait la séance. La séance des séances d'actualité, les questions d'actualité vont commencer d'ici peu de temps. Les ministres présents, il y aura Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, Jean-Marie Le Guen, le ministre en charge des relations avec le Parlement, Aurélie Filippetti, bien sûr, pour parler des intermittents du spectacle. Et puis, nous parlerons, bien entendu, de ce problème des territoires. Vous avez entendu ce débat qui a commencé tout à l'heure. Nous allons tout de suite retourner dans les séances d'actualité. Il y a un petit peu de retard pour cette séance de questions d'actualité qui est dû certainement à un petit problème d'organisation. Ça va vraiment
pas tarder à s'organiser. Je vous rappelle simplement, tout à l'heure, on va se retrouver aux alentours de 16 h pour avoir une discussion beaucoup plus large sur les problèmes sociaux qui règnent actuellement, sur les grèves. Nous parlerons évidemment avec Roger Carucci, nous parlerons peut-être un petit mot de l'UMP, parce que vous savez aussi qu'il y a toute cette affaire autour de Big Malion qui gêne l'UMP, quid de Sarkozy, qui s'est exprimé dans le Figaro magazine. On parlera de tout ça, je vous le promets. Merci, voilà Jean-Pierre Bel qui va s'exprimer. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle 2 minutes 30 pour le ministre, pour l'auteur de la question. La parole est pour la première question à Gérard Longuet pour le groupe UMP. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question a trait naturellement à l'actualité ferroviaire et elle s'adresse normalement à Monsieur Cuvillier, absent au rapport, mais je suis persuadé que la solidarité gouvernementale me permettra d'avoir une réponse. Ma question n'a pas trait à l'adaptation de la SNCF à la concurrence, puisque le débat est aujourd'hui ouvert à l'Assemblée nationale et que nous aurons à cœur de le reprendre après les amendements que vous aurez proposés, j'en suis convaincu, pour faciliter cette négociation législative difficile. Ma question n'a pas non plus trait aux relations difficiles entre les organisations syndicales et en particulier à l'intérieur de la CGT entre le sommet et la base où manifestement le manque de coordination aboutit à une paralysie ferroviaire. Ma question a trait à la façon dont le gouvernement entend ne pas imposer aux usagers des chemins de fer qui vivent un véritable calvaire, et en particulier en région parisienne, ou pour les usagers du TER, mais également pour les usagers des grandes lignes, ne pas leur imposer une double peine. Cette double peine consiste, dans un premier temps, à leur rendre la vie à peu près impossible, dans l'imprévisibilité et dans l'abandon de l'esprit du service public, et dans un deuxième temps, à leur adresser la facture en augmentant ou en tous les cas, soit les impôts, soit la tarification ferroviaire. Car, Monsieur le Président de la SNCF, Monsieur Pépi vient de nous indiquer que cette opération lui a déjà coûté 150 millions d'euros. À 20 millions par jour, on peut penser que s'il n'y a pas de solution, le chiffrage dépassera très largement les capacités de la SNCF. Dès maintenant, M. Cuvillier a annoncé que les 500 millions de dividendes que la SNCF aurait pu apporter à l'État disparaîtront. Et donc nous avons une double peine, puisque nous avons des usagers qui sont privés d'un service et des contribuables ainsi que des clients de la SNCF qui auront vocation à payer la différence. Alors, Monsieur le Ministre, quelle va être votre attitude et comment amènerez-vous l'entreprise à prendre sa part de responsabilité, sachant que ses marges de manœuvre sont à peu près nulles? Merci. Pour vous répondre, la parole à Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Gérard Longuet, votre question, effectivement, porte sur les inconvénients du mouvement social actuel. Et je voudrais vous dire, évidemment, que 2 organisations syndicales et un certain nombre de salariés, effectivement, manifestent en effet leurs inquiétudes depuis plusieurs jours sur l'avenir du système ferroviaire. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. S'agissant des perturbations pour nos compatriotes, elles sont indiscutablement importantes, même si en moyenne moins de 20% des salariés de la SNCF ont fait grève cette dernière semaine, 10,5% aujourd'hui. Conformément à la législation en vigueur, vous le savez, Monsieur le Sénateur, il n'y a pas de service minimum, mais la SNCF a mis en place un plan de transport adapté et apporte chaque jour une information la plus complète possible sur les circulations. Alors, Monsieur le Sénateur, vous constatez un mouvement social, comme nous tous, mais vous le savez, ce mouvement social vient au moment où nous faisons une loi qui vise à répondre à un certain nombre d'inquiétudes profondes qui étaient ceux des salariés de la SNCF à l'issue d'une autre loi qui avait été adoptée par votre majorité à l'époque et qui les avait plongés dans des doutes très profonds. Nous avons donc une loi qui aujourd'hui, vous le savez, réunira le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, qui est aujourd'hui malheureusement éclaté,
et rassemblera dans un même EPIC ce gestionnaire d'infrastructure, son principal utilisateur, la SNCF. Et donc, nous allons faire en sorte que l'État reprend sa place à l'intérieur de la stratégie nationale du ferroviaire. Nous allons créer un grand groupe public et industriel capable d'être un acteur majeur sur le plan européen et mondial, et nous garantissons un cadre social commun pour protéger les cheminots. Alors, bien évidemment, je pense que nous pouvons espérer que dans les heures qui viennent, ce mouvement se termine et au total, nous aurons, je le crois, avec des preuves tout à fait concrètes, inscrites dans la loi, redonner confiance aux cheminotes et aux cheminots dans l'avenir de leur entreprise. Merci. La parole est à Yves Pozzo-di-Borgo pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, des Philippines à l'Afrique, en passant par la Chine, le Pakistan, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, on a l'impression qu'un sort d'hiver chrétien s'est abattu sur une partie du globe. En 2013, on a pu dénombrer 2123 assassinats de chrétiens, chiffre connu, dont la plupart ont été perpétrés dans l'ère arabo-musulmane, sans compter les chiffres de 2014, qui risquent d'être plus importantes compte tenu des tensions entre sunnites et chiites. On pourrait considérer que cela est une accumulation d'effets divers qui touchent toutes les religions, comme l'assassinat hier dans l'Essex en Angleterre d'un jeune musulman. Mais quand on regarde les chiffres de départ massif des chrétiens d'Orient sur des terres sur lesquelles ils vivent depuis toujours, nous ne pouvons que nous interroger. En Irak, on comptait 1,5 million de chrétiens en 2003, il semblerait qu'on y arrive vers le chiffre de 150 000. En 1950, on ne nombrait plus jusqu'à 20% de chrétiens dans ces zones. Ils ne pourraient ne plus représenter que 3-4% de la population en 2025. En ce qui concerne l'Afrique, d'après l'ONG Porte Ouverte, en France a classé les 50 pays du monde de la persécution chrétienne la plus remarquée. Le continent africain y est représenté avec au total 17 pays. Nous avons tous en mémoire le 14 avril dernier le cas des 200 lycéennes nigérianes qui ont été enlevées par la secte Boko Haram et sont menacées à cause de leur foi chrétienne, dans un pays où l'intolérance a conduit à de nombreux assassinats l'année dernière. Après une vaste campagne de sensibilisation, le silence s'est installé. Enfin, nous avons tous été frappés, dans cet hémicycle, par l'atrocité vécue en ce moment par Myriam Aya Ibrahim Isgak, jeune musulmane soudanaise, devenue chrétienne de 27 ans, enceinte, qui a été condamnée à mort il y a peu moins de 2 semaines pour apostasie et dont on attend qu'elle ait fini d'allaiter pour la pendre. Comment ce genre de situation peut-elle exister dans le monde au XXIe, Où en est l'action du gouvernement sur ces 2 cas? Nous savons qu'il y a eu des initiatives. Mais plus généralement, est-ce que l'ensemble de ces faits, et ça c'est la diplomatie française à nous répondre, doivent-ils être relativisés parce que ça se passe dans des pays où la tension est forte? Ou est-ce que c'est l'interrogation que je pose à Madame le Ministre, que je vous pose, ou est-ce que c'est un phénomène plus global et plus marquant? Et dans ces cas-là, quelle est la réaction de la diplomatie française, notamment avec des pays avec lesquels nous avons des relations très étroites? Voilà, merci. Merci. Madame Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Yves Pozzo-di-Borgo, d'abord, Monsieur le sénateur, permettez-moi d'excuser le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui est en ce moment à l'Élysée, où se tient un conseil restreint de défense sur l'Irak. Je veux rappeler ici que la France, République laïque, défend partout dans le monde la liberté de religion ou de conviction. Concrètement, elle intervient lorsque ces principes sont menacés pour rappeler les États concernés à leur devoir. Assurer le libre exercice des cultes pour tous les citoyens, éliminer toutes les discriminations fondées sur la religion ou la conviction. Notre politique envers les communautés chrétiennes d'Orient s'inscrit dans ce cadre. Elle inclut le respect des droits des personnes appartenant aux minorités religieuses et prend en compte les liens spécifiques hérités de l'histoire, notamment au Liban, en Irak, en Égypte, en Turquie, en Syrie ou en Israël et dans les territoires palestiniens. Nous connaissons leurs inquiétudes en cette période cruciale. Nous sommes vigilants quant à leur situation. Le président de la République a évoqué ce sujet au Vatican le 24 janvier dernier avec le pape François. En Centrafrique, nous soutenons l'action de réconciliation des responsables religieux, centrafricains, catholiques, protestants et musulmans. Ils ont compris que le conflit actuel n'est pas et ne doit pas devenir une guerre de religion. Leur tâche est essentielle au retour à la paix civile. La force africaine et la force française protègent toutes les populations, quelle que soit leur confession ou leurs origines. Concernant le Nigeria, la France a condamné avec fermeté le terrorisme de Boko Haram, notamment l'enlèvement des 200 jeunes écolières. Le président de la République a réuni
au sommet le 17 mai dernier, un sommet le 17 mai dernier à Paris. On peut s'en féliciter, qui a permis d'intensifier la coopération régionale pour lutter contre le terrorisme. J'ai personnellement participé le 12 juin dernier à la réunion de suivi organisée à Londres, qui a permis de maintenir la mobilisation, et c'est important, dans ce pays. Chrétiens et musulmans veulent, dans leur immense majorité, vivre en paix et sont conjointement victimes du terrorisme, et il faut le rappeler. Enfin, la France a condamné la décision de la justice soudanaise d'infliger la peine de mort à une jeune femme pour apostasie, vous l'avez dit. Nous appellerons les autorités soudanaises à garantir la liberté de religion ou de conviction conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Soudan. Nous serons attentifs, Monsieur le Sénateur, aux suites de la procédure judiciaire concernant cette jeune soudanaise, en lien étroit avec nos partenaires européens. Cette décision qui heurte les consciences et qui suscite une émotion totalement légitime. Voilà, Monsieur le Sénateur, ce que fait la France, fidèle à ses valeurs fondatrices, que sont la liberté et la conscience, et la conscience et la laïcité. Merci. 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 La parole à présent à Richard Yung pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur l'évasion des capitaux hors de France. Je vous rappelle l'excellent rapport de nos collègues Bocquet et Dominati, qui avaient, en 2012, chiffré cette évasion et le manque de recettes pour l'État à 32 ou 36 milliards d'euros. Somme tout à fait considérable. Si on disposait de cette somme, nous serions déjà plus à l'aise pour résoudre les questions budgétaires. Face à ce fléau, la France s'est dotée des moyens d'agir. Nous avons la circulaire de 2013 qui a mis en place une procédure de rapatriement de ces fonds, qui fonctionne, semble-t-il, plutôt bien. Nous avons la loi de décembre 2013 qui aggrave les sanctions. Nous avons été très actifs dans la mise en place de l'échange automatique de données fiscales qui porte l'acronyme américain, donc j'ose à peine le citer, mais enfin ça s'appelle FATCA. Ça n'est pas religieux, c'est purement fiscal. Et nous en espérons des résultats. Et j'ajoute que la loi bancaire que nous avons tous votée en juin 2013 oblige les banques à donner des informations, entre autres fiscales, pays par pays. Depuis le début de l'année, environ 23 000 dossiers de rapatriement ont été enregistrés à Bercy. Et ceci se traduit par une plus-value de recettes de l'ordre de 1 milliard d'euros, probablement un peu plus qu'1 milliard d'euros de recettes supplémentaires par rapport à la loi de finances initiale. Ces sommes récupérées et rapatriées vont évidemment alimenter le budget, vont alimenter l'ISF et vont permettre une baisse de l'impôt pour environ 4 millions de foyers modestes. C'est du moins ce qui est prévu dans le projet de loi et de finances rectificative que je suis sûr tout le monde votera ici. Voilà une politique plus juste et plus efficace que celle du bouclier fiscal, qui n'a jamais fait revenir personne, ni même de l'exit tax, que personne ne connaît, mais qui n'a jamais empêché qui que ce soit de quitter la France. J'en viens à mes questions, Monsieur le Ministre. Disposez-vous de nouvelles évaluations de recettes pour l'ensemble de l'année, Monsieur le Ministre? Quand sera FATCA, quand sera mis en place définitivement FATCA? Et enfin, c'est une question liée, pouvons-nous agir pour limiter le dumping fiscal entre les pays de l'Union? Je pense à l'impôt sur les sociétés et à la fiscalité pour les retraites au Portugal. Très bien. La parole est à Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Sénateur, pour cette question qui me permet d'informer votre Assemblée sur l'activité du gouvernement dans un domaine auquel je vous sais particulièrement attentif, s'agissant de la lutte contre la fraude fiscale. S'agissant des recettes attendues, c'était votre première question, les recettes attendues de l'activité du STDR, c'est l'acronyme utilisé, ont été revues à la hausse pour 2014.
de 1 milliard d'euros. Elles sont désormais prévues à hauteur de 1,8 milliard d'euros. Au 13 juin dernier, le STDR comptabilisait 946 millions d'euros de recettes. Ces recettes consistent essentiellement en un surplus d'impôts sur le revenu, de droits de succession, de donations et d'ISF. Pour 2015, le montant exact de la recette reste encore incertain. Il est probable, plus que probable, qu'il se maintiendra à un niveau élevé compte tenu du stock de dossiers en instance de traitement, à savoir plus de 20 000 dossiers avec une moyenne d'avoir par dossier de l'ordre d'1 million d'euros, 900 000 plus exactement. Une partie de cette recette sera pérenne puisque si je fais un calcul basique, sur 20 000 dossiers de 1 million d'euros, c'est environ 20 milliards d'euros d'avoirs, le plus souvent assujettis à l'ISF, et donc qui donneront lieu probablement à une recette pérenne de l'ordre de 200 millions d'euros. C'est une estimation que nous affinerons au fil du temps. Sur votre deuxième point, je voudrais vous dire que lutter contre la fraude, c'est d'abord lutter contre l'opacité et favoriser la transparence. À ce titre, la France, avec ses partenaires européens du G5, a bousculé les agendas du G20 et de l'Union pour faire de l'échange automatique le futur standard mondial en matière d'échange d'informations fiscales. Parce que c'est le moyen le plus efficace de faire reculer le secret bancaire. Les résultats sont au rendez-vous. Le G20 a approuvé un nouveau standard mondial et universel, mais au profit de tous. Il est préparé par l'OCDE et il verra le jour d'ici 2015. Pour encourager son adoption le plus rapidement possible, ce groupe des 5 a fédéré autour de lui un groupe de 44 États et juridictions qui s'engagent à mettre en œuvre ce standard entre 2015 et 2016 de façon volontaire. Enfin, au sein de l'Union, la France a obtenu qu'une directive soit révisée, celle sur la coopération administrative, pour incorporer ce standard au sein du droit de l'Union. Et le Conseil européen s'est prononcé à l'unanimité pour que la directive soit adoptée fin 2014. Il faut aussi changer les règles fiscales. C'est ce que nous faisons au travers des travaux notamment de l'OCDE sur le chantier BEPS. Vous voyez que le gouvernement est complètement mobilisé avec le Parlement, dont nous attendons bien sûr les mesures législatives qui les accompagnent. Merci. La parole à André Gattolin pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Monsieur, il n'est pas là, il sera remplacé par la ministre de la Culture, mais Monsieur le ministre, la nouvelle convention UNEDIC qui est à présent soumise à votre agrément prévoit, en ce qui concerne les techniciens du spectacle et les artistes, d'importantes restrictions de leurs conditions d'indemnisation et de leurs droits sociaux. Face au risque d'une précarisation accrue de ces acteurs déterminants de notre vie culturelle, de nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour appeler le gouvernement à suspendre l'agrément de cet accord. À plusieurs reprises, vous avez déclaré devant nos collègues députés que cet accord était majoritaire et donc légitime. Bien, Monsieur le Ministre, nous avons, nous, le sentiment que le fonctionnement de la démocratie sociale en France sur ce point n'est pas à la hauteur des enjeux. Faut-il ici rappeler l'impact décisif de la culture et de ses intermittents pour le dynamisme économique de nos territoires? Alors pourquoi, autour de la table des négociations, les représentants des salariés de ce secteur, les employeurs culturels ou les collectivités publiques qui financent pour pratiquement la moitié le secteur du spectacle vivant n'ont pratiquement pas eu mot à dire? Pourquoi les propositions alternatives, celles du comité de suivi, comme celle de notre collègue Maryvonne Blondin, que je salue ici, en particulier les propositions 3, 4, 6 et 9 de son rapport, sont-elles balayées d'un revers de main par les instances paritaires? Il ne s'agit pas ici de défendre le statu quo, mais l'ouverture d'une véritable négociation sur l'emploi intermittent. Car, à coût constant, d'autres solutions existent qui remettent à plat le dispositif en vigueur avec plus de solidarité et dans le respect de l'attachement de notre pays à la culture et aux artistes. La mission de conciliation, sans feuille de route formelle, que vous avez récemment confiée à notre collègue, le député Jean-Patrick Gille, s'oriente, vous le savez, vers un échec.
En grande partie parce que le gouvernement a d'ores et déjà annoncé à plusieurs reprises sa décision coûte que coûte d'agréer la convention UNEDIC avant le 30 juin. Vouloir satisfaire les exigences du MEDEF avant l'ouverture début juillet de la conférence sociale, plutôt que d'apporter une réponse équitable à la question de l'intermittence, risque de balayer du paysage les petites compagnies du spectacle vivant et de fragiliser nombre de structures déjà exsangues financièrement. Alors, Monsieur le ministre, la balle est dans votre camp. Êtes-vous prêt à repousser l'agrément des annexes litigieuses de cette convention pour engager de véritables discussions avec les acteurs directement concernés par ces mesures et permettre d'éviter l'annulation de la quasi-totalité des festivals cet été? Je vous remercie. Merci. Merci. La parole est à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur André Gattolin, vous parlez de l'accord du 22 mars. C'est un accord signé par les partenaires sociaux, vous le savez. Ce sont les règles du dialogue social, les règles du paritarisme, qui ont établi des dispositions qui s'appliquent à l'ensemble des chômeurs de ce pays, à l'ensemble des gens qui touchent des indemnités chômage dans ce pays. 4 millions de personnes, à l'intérieur duquel, effectivement, il y a des artistes et des techniciens du spectacle, auxquels nous sommes plus que jamais attachés. J'ai été l'une des premières à soulever la difficulté que posait cette mesure de différé, qui est l'une des 3 mesures présentes dans l'accord et qui concerne les intermittents. Cette mesure a été modifiée, elle continue à inquiéter. Le gouvernement entend l'inquiétude de ces artistes et de ces techniciens qui font la vie de nos territoires, qui font la vie de nos festivals. Et partout ici, sur ces bancs, nous savons combien la France doit à la culture, parce que la France est une grande nation par son patrimoine, par son héritage, mais aussi par la vitalité de sa création et de ses artistes. Nous avons à la fois le souci de respecter le dialogue social et en même temps le souci exigeant, l'impérieuse nécessité de trouver une solution pour ce régime de l'intermittence qui régulièrement, périodiquement, suscite des crises et des inquiétudes. Il faut le réformer, il faut le remettre à plat. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, le Premier ministre s'est exprimé fortement. C'est pour sortir de cette difficulté que nous avons confié à Jean-Patrick Gille, ce député qui connaît aussi bien l'ensemble de l'UNEDIC que le fonctionnement des annexes 8 et 10. Nous lui avons confié une mission de médiation et de proposition. Et je vous l'annonce, Monsieur le sénateur, son rapport, son travail sera rendu cet après-midi même au Premier ministre et au ministre du Travail et à moi-même. Et le Premier ministre s'exprimera à 18 h ce soir pour indiquer les conclusions, les lignes qu'il tire de ce rapport et la manière dont nous allons tous ensemble, et y compris avec vous les parlementaires, sauver les artistes et les techniciens de ce pays. Merci. La parole est à Thierry Foucault pour le groupe CRC. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le mouvement de grève des intermittents du spectacle démontre, s'il en était besoin, que la culture ne peut pas vivre sans eux. Il demande que le gouvernement n'agrée pas le nouvel accord sur le régime d'assurance chômage du 22 mars. Car cet accord entérine, Madame la Ministre, les régressions de la réforme de 2003, qui, je le rappelle, avait alors été combattue par toute la gauche. Mais en plus, il aggrave, en précarisant encore plus les artistes et techniciens bénéficiaires de l'assurance chômage. Il entérine aussi le calcul des 507 heures sur 10 mois et 10 mois et demi, la suppression de la date anniversaire et du calcul des droits à DAC fixe, tout en instaurant une surcotation de 2 points pour les employeurs et les intermittents, ainsi que de nouvelles règles de calcul du différé d'indemnisation qui vont placer 47% des intermittents du spectacle au lieu de 9 actuellement, sans indemnisation chômage ni revenus pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 45 jours. Les intermittents demandent donc l'ouverture de nouvelles discussions examinant les propositions alternatives formulées depuis 11 ans, qui ont fait l'objet de nombreux rapports, dont le dernier du Syndiac, qui démontre qu'il est possible de rétablir le caractère mutualiste de ce régime, mais de garantir également plus d'équité dans les règles d'accès
et d'indemnisation tout en assurant un meilleur équilibre économique. Le gouvernement, face à la montée des protestations, vous l'avez dit, Madame la Ministre, a nommé un médiateur qui doit rendre d'ailleurs son rapport la semaine prochaine, nous a-t-on dit. Sans anticiper sur cet après-midi, sans anticiper sur ses conclusions, je vous le dis, il est illusoire d'envisager mettre fin à ce conflit sans renoncer à cet accord injuste. Son fondement est mauvais, il ne peut donc ni être aménagé, ni doit être retardé, il doit être refondé. Il faut de véritables négociations qui envisagent cette fois l'ensemble des propositions alternatives formulées, sans exclusive ni parti pris. Le ministre du Travail indiquait le 9 mars dernier dans une tribune dans laquelle, comme nous aujourd'hui, il dénonçait les conditions dans lesquelles ces négociations avaient lieu et appelait à une nouvelle réforme. Vous venez de le faire également à l'instant. C'est pourquoi, Madame la Ministre, vous avez aujourd'hui le pouvoir de la réaliser. C'est pourquoi je vous le demande, allez-vous enfin renoncer à l'agrément de cet accord? Merci. La parole à Aurélie Filippetti. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Thierry Foucault, je connais votre attachement, comme celui de tous les parlementaires, à la situation des artistes et des techniciens de ce pays. Je veux redire encore une fois que ces artistes et ces techniciens, qu'on appelle les intermittents, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent pour faire vivre la culture dans tous les territoires. Ce ne sont pas des privilégiés, ce sont des gens qui ont des conditions de vie, de travail extrêmement spécifiques et avec une grande précarité. Cette précarité, elle s'est accrue. Il y a eu depuis 10 ans d'innombrables travaux qui ont été menés, les travaux du comité de suivi, les travaux des missions parlementaires, celle de Maryvonne Blondin ici au Sénat, celle de Jean-Patrick Gille et de Christian Kert à l'Assemblée nationale. Il y a les propositions du Syndeac. Nous avons tous, évidemment, un corpus de mesures, de réflexions pour pouvoir enfin rebâtir un système qui donne une véritable sécurité professionnelle à ces artistes et à ces techniciens et en même temps, évidemment, qui préserve la vitalité de notre tissu créatif en France. Jean-Patrick Gille, dans sa mission de médiation, a rencontré tous les acteurs de la discussion, tous les acteurs de la négociation. Son travail, qu'il va rendre donc cet après-midi même et non pas la semaine prochaine, il a été évidemment nourri de son expérience, mais nourri aussi de tous les travaux qui ont précédé. Ce travail, il sera suivi d'annonces par le Premier ministre pour répondre à un double objectif, sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons et évidemment préserver la vie de nos festivals pour que on n'entende pas résonner le silence et la mort et la tristesse cet été dans les rues de nos villes, que ce soit évidemment Avignon, Aix, mais aussi Aurillac, Marciac, partout en France, il y a des festivals formidables. Nous allons donc sortir de la crise, c'est le but de ce rapport, mais aussi refonder profondément un système plus juste, plus équitable pour protéger de cette précarité les artistes et les techniciens du spectacle et de l'audiovisuel. C'est absolument indispensable. Il n'est pas normal que régulièrement revienne ce genre de crise et que nous ne puissions pas collectivement trouver des solutions. Nous avons tous, nous le savons, besoin d'un régime spécifique d'indemnisation du chômage pour les artistes et pour les techniciens. Il nous reste à bâtir ensemble la manière d'y arriver. C'est ce qu'a dit le gouvernement, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Une grande réforme est nécessaire et l'État, évidemment, le gouvernement prend toutes ses responsabilités pour que chacun puisse se remettre autour de la table et qu'on trouve une solution ensemble. Bien. Merci. La parole à Christian Bourquin pour le groupe RDSE. Ma question s'adresse au Premier ministre. En tant que président de région, il y a déjà plusieurs années, que je plaide pour une plus grande décentralisation, conforme aux attentes des Français en matière de proximité et d'efficacité. Je ne suis donc pas opposé à une réforme réorganisant notre République décentralisée et permettant de faire des économies. Hélas, je ne vois pas dans votre réforme le grand bing-bang territorial espéré. Depuis plusieurs semaines, il n'est question que d'arithmétique sur le nombre de régions.
Alors que la question sur les compétences et les moyens des collectivités est primordiale, on ne nous parle que de découpe, voire de découpage. Les questions demeurent ainsi en suspens. La décision de faire disparaître les conseils généraux sans même donner le temps aux intercommunalités de se préparer ne va-t-elle pas condamner les territoires hyper ruraux? Que dire et que faire des milliers de fonctionnaires concernés? J'en arrive, si vous le permettez, au sort réservé à certaines régions. Oh, le Languedoc-Roussillon par exemple, où la désapprobation est très forte. Pourquoi faire disparaître la région la plus attractive de France, qui voit venir en moyenne 30 000 nouveaux habitants s'établir chaque année? C'est également le même nombre d'entreprises qui y sont créées chaque année. De l'emploi, de l'emploi, de l'emploi. Pourquoi risquer de donner un coup d'arrêt à des politiques innovantes en faveur du pouvoir d'achat, comme celle du train à 1 euro sur tout le territoire de la région? Pourquoi condamner Sud de France, notre marque connue et reconnue à l'international? C'est important le commerce extérieur. Languedoc-Roussillon a toutes ces forces vives qui contestent votre décision. L'argument démographique ne tient pas. Nous avons autant d'habitants que l'Aquitaine et la Bretagne, 2 parmi les 7 régions épargnées par le découpage. Le contexte, je le sais, je le mesure, est aussi tendu, je le sais, en Picardie et dans l'ouest de la France. Nous n'avons en Languedoc-Roussillon rien contre nos voisins Midi-Pyrénées. Nous refusons simplement le mariage forcé. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas la même dynamique économique. Nous n'avons même pas la même logique de développement. Nous, en effet, il faut en prendre en compte, construire notre identité du XXIe siècle sur nos atouts et nos spécificités. Alors, ma question, Monsieur le Premier ministre, saurez-vous tenir compte des voix qui remontent de nos régions, le Languedoc-Roussillon en tête durant les débats parlementaires? Monsieur le Premier ministre, saurez-vous accompagner le changement tant réclamé sur le terrain? Ce changement nécessaire, mais pas conforme à vos dernières décisions. Merci. La parole est à Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Christian Bourquin. C'est au Sénat, le 8 janvier dernier, qu'avec une affluence importante, les parlementaires ont proposé au Président de la République, sous l'autorité d'un rapport reconnu comme par sa qualité, signé à la fois par M. Raffarin et M. Crétager, de diminuer le nombre de régions de France. Nous avons eu... Monsieur Larcher, ne vous énervez pas. J'y viens. Monsieur Larcher, l'île de Bas n'est pas concernée. Mais dans ce débat important, il y avait 2 éléments. Avoir moins de régions pour essayer d'avoir des régions de taille dite européenne et garder ou non les départements. Et c'est là que, d'ailleurs, de façon très transpartisane, non mais c'est vrai, un peu de respect, disait votre collègue, de façon très transpartisane, sur des bancs comme sur les autres, les positions ont été extrêmement partagées. Il y avait autant de voix à droite qu'à gauche pour dire on supprime les départements et vice-versa. Donc un dossier difficile. Le président de la République, le 14 janvier, ayant d'ailleurs écouté les débats du Sénat, a proposé qu'on réduise le nombre de régions. Il était parti de 10, 11, et puis a proposé 14 régions. Ensuite, question a été posée concernant les départements. Je pense que nos débats seront ici extrêmement intéressants sur le sujet. Et le Premier ministre Manuel Valls, au vu de toutes vos réactions, a décidé de prolonger, entre guillemets, les départements jusqu'en 2020 pour que nous ayons communément le temps de voir si on les supprime sur les zones urbaines, ce qui est la position majoritaire des parlementaires de manière générale, en les gardant sur les zones rurales, ou si on trouve un autre échelon de discussion de proximité. Monsieur le Président Christian Bourquin, vous avez l'occasion, avec votre conférence territoriale de l'action publique, déjà d'anticiper
ce sujet, puisque vous pouvez réunir l'ensemble de vos exécutifs et en parler. Je voudrais simplement vous dire que nous avons ensemble à parler du redressement de la France. Vous avez de très très beaux fleurons dans votre région comme dans d'autres. Nous avons aussi un taux de chômage extrêmement important. Il est temps sans doute qu'on reparle de politique industrielle et peut-être que cet ensemble qu'on vous propose est de qualité. En tout cas, et je veux conclure sur ce sujet, le ministre de l'Intérieur, qui s'excuse d'être à Mayotte aujourd'hui sur un dossier aussi important, sera présent et vous dira une position du gouvernement, mais laissera totalement, naturellement ouvert le débat au Sénat. Merci. La parole à Elisabeth Lamure pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Logement. En effet, très récemment, le ministre de l'Économie a reconnu devant des journalistes que le marché du logement allait mal. Alors cet aveu rejoint malheureusement la profonde inquiétude des constructeurs comme celle des agents immobiliers. Et nous commençons ainsi à payer la politique menée par le gouvernement en la matière, et en particulier avec la loi Allure, présentée et défendue par votre prédécesseur. Ce monstre juridique de plus de 150 articles, fruit d'un compromis politique avec la frange la plus idéologique de la majorité, est en train de créer une crise du logement sans précédent en France. Pourtant, que n'avons-nous adressé comme avertissement au gouvernement sur les dangers économiques et les aberrations administratives de ce texte ? Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs ne veulent pas faire construire et les propriétaires ont peur de mettre en location. Les chiffres sont là d'ailleurs pour le prouver, des chiffres communiqués par le Commissariat au développement durable. En un an, entre mai 2013 et avril 2014, le nombre de logements neufs mis en chantier affiche un recul de 6,5%. C'est un triste record. Et plus grave encore, les logements commencés sur les 3 derniers mois sont en baisse de 17,6% par rapport à la même période en 2013. Et à l'urgence sociale qui découlera de cette tendance se rajoute le discrédit politique pour François Hollande qui annonçait au cours de la campagne présidentielle de 2012, je le cite, « J'agirai pour que soit construit au cours du quinquennat 2,5 millions de logements intermédiaires sociaux et étudiants, soit 300 000 de plus que lors du quinquennat précédent. » Encore une promesse de campagne non tenue. Malheureusement, au rythme actuel de 315 000 logements mis en chantier par an, vous ne dépasserez même pas 1 700 000 logements construits sur l'ensemble du quinquennat, alors que 2,2 millions de logements ont été construits entre 2007 et 2012, comme le reconnaît le président de la République. Madame la ministre, vous vous rendez demain dans mon département pour clôturer à Lyon le congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers. Dans ce contexte, quel correctif très attendu de la loi Allure comptez-vous annoncer de façon à remédier, si possible, à la crise du logement qui frappe durement les Français? Je vous remercie. Merci. La parole à Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Elisabeth Lamure. La crise du logement mérite en effet que nous puissions travailler et nous rassembler pour trouver les solutions les plus appropriées à l'accès au logement, à la fois pour les Français qui sont en attente de l'attribution d'un logement social, mais aussi pour ce secteur économique indispensable à la vitalité de nos territoires et à la création d'emplois. Vous le savez, le secteur du bâtiment, de la construction est très pourvoyeur d'emplois. Et vous avez plus précisément évoqué la situation du logement social. Et justement, l'Union sociale pour l'habitat, le mouvement HLM ainsi que mes services m'ont alerté sur la diminution depuis une période récente, suite au changement de certaines municipalités, du retard ou de l'abandon de certains programmes de logements sociaux. Il est donc important, et je vous rejoins, Madame la sénatrice, que nous puissions travailler ensemble pour ne pas retarder ces chantiers, pour trouver les solutions adaptées lorsque, de manière légitime, un certain nombre de maires peuvent rencontrer des difficultés pour créer tous les équipements qui sont liés au logement. Vous m'avez plus particulièrement interrogé sur
la mise en application de la loi Allure. Cette loi a été votée récemment par le Parlement et comme le Premier ministre l'a rappelé hier, il est de la responsabilité du gouvernement de la mettre en œuvre. Et comme vous le savez aussi, plus de 200 mesures d'application sont nécessaires avec une centaine de décrets et nous avons commencé ce travail et nous avons priorisé les textes d'application, ceux qui sont prioritaires, urgents pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Mais vous ne pouvez pas laisser dire qu'un certain nombre de ralentissements seraient constatés, seraient liés à une loi qui n'est pas appliquée, puisqu'il n'y a que 2 ou 3 dispositions de cette loi qui sont aujourd'hui du droit positif. Et nous travaillons justement avec pragmatisme et réalisme dans sa mise en œuvre, parce qu'il est nécessaire de travailler avec les investisseurs, avec les professionnels, de retrouver la confiance. C'est le sens du programme de responsabilité et de solidarité que nous avons mis en place et nous allons travailler dans ce sens et c'est le message de confiance que je délivrerai demain à Lyon, dans votre département. Merci. La parole à François Patriat pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Ce n'est pas une question purement technique comme certains pourraient le penser. Il s'agit d'une question qui intéresse une filière qui apporte beaucoup à la contribution financière de la France en matière de notoriété, mais aussi d'emploi et d'économie. Il s'agit de la filière vitivinicole, dont vous savez qu'elle est très mobilisée depuis 2008, depuis que la Commission a décidé de libéraliser les droits de plantation de notre pays. Tout le monde s'est mobilisé, les viticulteurs, les vignerons, les professionnels, les élus locaux, les élus nationaux, les parlementaires aussi, avec d'autres parlementaires européens, pour faire en sorte de s'élever contre ces dérégulations qui menacent demain la qualité de notre potentiel. Et Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier d'avoir su réunir dans la négociation pour la PAC les États autour de vous pour obtenir une majorité pour que cette libéralisation soit remise en cause et qu'on en revienne à un système d'autorisation qui permet de garder la qualité de notre potentiel vitivinicole. Mais il s'agit maintenant de passer aux actes d'application. Et ce sont les actes délégués et les actes d'exécution. Par ces actes, la Commission tente aujourd'hui de détourner la décision que vous avez obtenue en permettant une libéralisation déguisée. Je m'explique. Les vins qui sont sans AOC et sans IGP, c'est-à-dire les vins de table, pourraient demain être plantés sur des territoires d'AOC et à partir du moment où ils respectent les règlements de ces territoires, ils pourraient obtenir de façon déguisée l'appellation d'origine contrôlée ou l'IGP sans que les professionnels y puissent quelque chose. En deuxième lieu, nous pourrions avoir demain des vignes arrachées autour de vins de table dans une certaine partie du territoire, je n'en cite aucune, mais replantées dans des territoires comme la Bourgogne ou le Bordelais, sur des territoires AOC, et qui obtiendraient eux aussi de façon déguisée demain des vins avec appellation. Ce qui ferait que quelques dizaines de milliers d'hectolitres risqueraient de menacer demain l'équilibre économique que nous tentons de préserver. Vous avez réussi, Monsieur le ministre, aujourd'hui à réunir une plateforme avec 13 États, mais il semble que la Commission veuille aller au bout dans sa démarche. Et je vous demande donc aujourd'hui comment nous pouvons vous accompagner, vous aider, ou vous-même mener des actions pour pouvoir faire en sorte que cette libéralisation ne soit pas menée à son terme, mais que nous restions bien conformes à la décision que vous avez courageusement obtenue au terme de la réforme de la PAC. Je vous remercie. Merci. La parole à Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Monsieur François Patriat, vous avez d'abord rappelé la bataille qui était celle que nous avons conduite sur la question des droits de plantation. Quel était l'esprit de cette bataille et de la remise en cause de l'accord qui avait été signé en 2008 sur la suppression de ces droits de plantation? La suppression des droits de plantation, dans l'esprit de la Commission et de ceux qui l'avaient signé, c'était de permettre à l'Europe de développer sa production viticole pour pouvoir accéder au marché mondial. Marché mondial, vous le savez, du vin qui se développe et qui continue à voir la consommation de vin s'accroître. Avec un risque, ça a été rappelé, qu'en développant les plantations de vignes, sans aucune régulation, on finisse par remettre en cause ce qui est l'enjeu majeur du vin, sa qualité, son origine, ses AOC et l'ensemble de ses IGP.
C'était bien ça l'objectif. On a remis en cause le projet de la Commission. Et la bataille a lieu maintenant, non pas sur l'esprit qui était le nôtre, de revenir justement sur cette libéralisation. Dans les actes délégués, c'est comment on applique ce retour à des droits de plantation. Et c'est dans ces actes délégués, vous l'avez parfaitement indiqué, que la bataille est engagée avec la Commission pour faire en sorte qu'on ne revienne pas de manière déguisée sur ce qui avait été proposé en 2008 et que nous avions contesté et remis en cause avec le retour des droits de plantation. Il y a plusieurs critères sur lesquels il faut qu'on se batte. J'ai envoyé une lettre au commissaire européen sur ce sujet, à la fois sur les questions de régionalisation de ces droits, les capacités qu'on a à prendre un certain nombre de critères, en particulier la question des cépages, la question aussi de la production et de la productivité, les niveaux de plantation, autant d'éléments qui doivent être intégrés avec un seul objectif, éviter qu'une replantation sans aucune régulation finisse par remettre en cause les AOC, les IGP, parce que c'est ça qui est l'enjeu. Un plan stratégique m'a été présenté ce matin. L'ensemble de la profession vitiviticole française a travaillé sur qu'est-ce qu'on souhaitait pour les années qui viennent. À la fois protéger les IGP et les AOC et développer aussi une partie d'une production viticole qui fait défaut aujourd'hui à la France, en particulier, je le disais, au niveau de l'exportation et surtout sur des vins de cépage. Il faut qu'on soit conscient que la bataille immédiate, c'est les actes délégués, mais qu'on aura tous ensemble, ceux qui connaissent le vin des différentes régions, à faire en sorte qu'en France, l'application de cette nouvelle règle, de ces nouvelles règles, se fasse dans une cohérence pour l'ensemble du vignoble français. J'ai connu, et vous avez connu aussi, des concurrences entre les régions. Il faut qu'on soit capable d'assumer nos responsabilités. Donc je vous demande le soutien pour la négociation en cours sur les actes délégués et demain sur l'organisation du marché viticole français. Merci. La parole à Jean-Luc Fichet pour le groupe socialiste. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le ministre, depuis plusieurs mois, l'activité industrielle agroalimentaire bretonne souffre, particulièrement dans le domaine du porc, mais aussi de la volaille. Le gouvernement et vous-même, monsieur le ministre, très au fait des difficultés rencontrées, vous vous êtes régulièrement déplacé en Bretagne. Des aides ont été débloquées pour soutenir les filières. Des moyens d'accompagnement des hommes et des femmes qui ont perdu leur emploi ont été mis en œuvre. L'État s'est engagé concrètement auprès des ex-salariés de GAD avec une allocation de reconversion professionnelle pendant 1 an, un suivi dans la recherche d'emploi avec un conseiller Pôle emploi pour 20 salariés au chômage. Pour autant, la Bretagne doit aujourd'hui faire face à la remise en cause complète de toute une filière et d'un modèle de développement économique en matière d'agroalimentaire. La période de transition vers ce nouveau modèle économique risque d'être longue. Des projets émergent, comme celui de l'Ampol Agro, qui propose la reprise du site d'abattage de porc de l'Ampol-Guimillot. Ce dossier suscite de l'espoir. Quel soutien votre gouvernement peut-il encore apporter, sachant que nous attendons aussi beaucoup de la solidarité professionnelle pour voir ces 250 emplois de l'Ampol Agro se concrétiser rapidement? La filière volaille souffre également. Sur le territoire du Pays de Morlaix, à Guerlescq même, les salariés de l'entreprise TIS-ABCO se mobilisent pour le maintien de leur outil de travail. Deuxième exportateur de poulet français, le volailler est toujours suspendu aux aides financières et ses 340 employés sont très inquiets de cette situation critique. Après 18 mois de redressement judiciaire, le sort du volailler doux n'est toujours pas scellé. Toutefois, en parallèle, sans faire de bruit, de nombreuses PME ont pris le chemin de l'innovation et de la valeur ajoutée dans le secteur agroalimentaire. Je pense à Savéol, à Waou, à Sodebo et encore à Père Dodu. Mais il faut encore du temps pour que l'ensemble du secteur se redresse. C'est donc une dynamique collective qui seule permettra de retrouver les conditions d'une dynamique solidaire pour l'économie bretonne et l'emploi. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, quelle est votre perception de la situation à ce jour de l'agroalimentaire en Bretagne? Je vous remercie. Merci. Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Fichet, vous avez évoqué un certain nombre de points sur l'agriculture, ou plutôt l'agroalimentaire breton. Vous avez cité 2 filières, la filière volaille et la filière porcine. Sur la filière volaille est concernée directement cette filière qu'on appelle filière export de volaille, qui, vous l'avez dit, connaît des difficultés, pas simplement depuis quelques mois,
depuis plusieurs années. Et quand nous sommes arrivés aux responsabilités, il s'est trouvé que le redressement judiciaire de Doux a été engagé. Et la fragilité de l'autre opérateur, Tilly Sapco, est toujours aujourd'hui une réalité. Qu'est-ce que nous faisons? Premier point, premier message. Il y a un avenir pour une filière export de poulet, en particulier en Bretagne. Ça, c'est le premier point. Deux, une fois qu'on a dit ça, il fallait éviter la dégradation de la situation de Doux. C'est ce que nous avons fait, avec un fonds de retournement et avec la mobilisation des acheteurs, en particulier saoudiens. Nous avons mobilisé aussi les moyens de l'État, en créant une fiducie pour donner des moyens à Tilly Sapco de tenir pour éviter sa liquidation ou ses difficultés. Rien aujourd'hui ne nous garantit à terme la viabilité économique actuelle. Toute la stratégie est faite pour faire venir des opérateurs industriels français, pour pouvoir investir et relancer une filière export dont je dis aujourd'hui au Sénat qu'elle a un avenir. Il y a des marchés au Moyen-Orient qui sont extrêmement importants. Nous devons nous organiser. Mais les acteurs économiques qui sont mobilisés doivent aussi se mobiliser pour trouver la solution sur cette filière export. Le deuxième point, c'est la filière porcine. Ça remonte à loin. La baisse de la production qui voit aujourd'hui, grâce aux mesures que nous avons prises, en particulier sur les établissements classés avec la procédure d'enregistrement, se redresser, puisqu'un abattoir fonctionne avec le nombre d'animaux abattus. Quand vous avez moins d'animaux, les structures d'abattage se retrouvent mises en difficulté. C'est le cas en Bretagne. Nous avons perdu à peu près 7 à 8% de ce qu'était la production de 2010. Je ne parle pas d'augmenter la production pour l'augmenter. 2010 comme base. L'objectif, c'est d'y revenir et pas d'aller au-delà pour structurer des structures d'abattage. Vous avez évoqué l'Ampol Guimillot. Vous le savez, un abattoir a été fermé. Il y a un projet, effectivement, qui est en discussion. En même temps que, à Josselin, j'ai un abattoir qui connaît aussi des difficultés. Des réunions ont été faites, et en particulier à la région, pour mettre l'ensemble des acteurs autour de la table, pour trouver des solutions communes, collectives, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse le constat que nous n'avons pas encore trouvé la solution. Et donc, cette réflexion, elle est en cours, avec une volonté, redresser la production, pour derrière assurer la pérennité des outils de transformation. Merci. La parole est à présent à Robert Lofoolou pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé, et porte sur la santé dans les Outre-mer. Dans un tout récent rapport, la Cour des comptes fait une présentation alarmante de la situation sanitaire dans les Outre-mer français. Constatant des difficultés persistantes, une prévention insuffisante et des systèmes de santé à la peine, la Cour rappelle que la République, si elle respecte les spécificités de chacun, est néanmoins une et indivisible, et que l'État doit veiller à ce que soit assurée l'égalité de chacun dans le domaine de la santé. Il est souligné par exemple que Wallis-et-Futuna est la seule partie de la France où l'espérance de vie recule. Cela est d'autant plus choquant que la dépense courante de santé par habitant y est la plus basse et où l'état de santé de la population est le plus dégradé de tout l'outre-mer et de toute la République. La Cour formule 14 recommandations visant à agir plus efficacement pour la santé en outre-mer, selon une stratégie d'ensemble et pluriannuelle permettant de réduire les écarts les plus graves en termes d'accès aux soins et d'égalité des chances. Quelle suite compte donner le gouvernement à ces diverses recommandations? Une stratégie d'ensemble dotée d'outils d'évaluation réguliers sera-t-elle mise en place? Et concernant la 13e recommandation, qui demande que la dette de l'Agence de santé de Wallis-et-Futuna soit apurée au plus vite, le président Bell connaît bien ce dossier sur lequel il nous a soutenus. Quel calendrier comptez-vous mettre en place, car les mois qui passent en annonce d'apurement non concrétisé, malgré les promesses formulées publiquement par le président de la République, font courir des risques accrus sur la santé déjà précarisée des populations
de Wallis et Futuna. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Robert Lofoalu, je vous prie de bien vouloir excuser Marisol Touraine qui ne peut vous répondre cet après-midi en raison d'un empêchement. Vous interrogez le gouvernement sur le rapport de la Cour des comptes sur la santé outre-mer. Je crois que c'est un rapport qui a frappé tous les esprits au regard à la fois de la situation qu'il présentait et du caractère assez exhaustif de son diagnostic. Il constitue donc un document très complet, se fondant sur un certain nombre de constats, en particulier sur la nécessité des politiques de santé de prendre en compte les spécificités ultramarines que constituent l'éloignement de l'Hexagone, bien sûr, parfois l'isolement, les risques naturels, les cyclones, les séismes, l'existence de populations fragilisées et surexposées à certaines pathologies infectieuses ou certaines pathologies aussi chroniques, ou la prévalence de certaines maladies génétiques comme la drépanocytose. Comme l'a rappelé avec force ce matin Marisol Touraine lors de la présentation des orientations de la stratégie nationale de santé, les actions en santé, notamment la prévention concernant l'ensemble de nos territoires, doivent être mises en œuvre. Elle veillera donc à ce que les avancées majeures contenues dans le projet de loi santé soient appliquées de manière adaptée, car c'est bien ça la question, aux territoires d'outre-mer. Pour ce qui est du second sujet auquel vous faites référence, le gouvernement déplore tout particulièrement les difficultés auxquelles sont confrontés les Wallisiens pour les soins auxquels ils doivent recourir. Le gouvernement s'est engagé à consolider le fonctionnement de l'agence régionale de Wallis et Futuna. Des moyens supplémentaires en vue de limiter l'endettement de l'agence seront donc alloués à l'agence. Nous soutiendrons également les investissements nécessaires pour assurer la prise en charge sur place et limiter autant que faire se peut les évacuations sanitaires. Vous le voyez, Monsieur le sénateur, le gouvernement est vraiment mobilisé pour la santé de l'ensemble de nos compatriotes, bien sûr, mais de nos compatriotes ultramarins, et tout particulièrement pour la situation que vous avez décrite avec beaucoup de force de la situation de Wallis et Futuna, qui nous importe au premier rang. Merci. Merci, mes chers collègues. Nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15 pour la suite de la discussion de la proposition de loi tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. La séance est suspendue. Voilà, comme l'a dit le président Jean-Pierre Bel, la séance est suspendue. Nous, on se retrouve pour refaire la séance. Merci à tous de nous rejoindre sur Public Sénat pour refaire la séance. On va débriefer ces séances des questions d'actualité. Elles sont nombreuses, les questions d'actualité. Pour ce faire, François Patriat est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la région Bourgogne, sénateur socialiste. On va parler de la région, bien évidemment. D'abord, je voudrais vous entendre un peu sur le climat social, sur cette grève à la SNCF, sur les intermittents. On a entendu beaucoup de questions, notamment sur les intermittents du spectacle. Comment vous voyez, vous, ce qui se passe aujourd'hui, cette première crise sociale pour le gouvernement? D'abord, il y a une grande colère sur le territoire concernant les grèves autour des trains. Puisque vous savez, la région est en charge des TER. Ce sont des milliers de personnes qui, tous les jours, travaillent à l'intérieur de la Bourgogne ou vont en région parisienne ou dans la région lyonnaise ou ailleurs, et qui disent au président de la région que la situation est devenue dramatique, difficile, onéreuse et qu'elle nous coûte cher. Vous le vivez tous les jours sur le terrain depuis 9 jours, vous, en tant que président de région. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? On imagine qu'il y a un ras-le-bol général, mais est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'action du gouvernement est suffisante? Je crois que le gouvernement a raison d'être déterminé sur la loi et qu'il y a, de la part des syndicalistes, une forme d'irresponsabilité à ce jour à faire croire aux usagers et aux clients, qui sont les mêmes d'ailleurs, que le statut des cheminots serait remis en cause par les 3 EPIC créés par la loi, alors qu'il n'en est rien. C'est un examen qui a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale. Voilà. On va le rappeler pour ceux qui n'ont l'examen pas a lieu, forcément suivi. la loi va être votée ce soir. Moi, je souhaite que dans ce domaine, le gouvernement qui a écouté les syndicalistes, qui a pris en compte un certain nombre de leurs demandes, notamment au niveau du comité central qui sera dans l'EPIC central, j'espère que cette grève prendra fin ce soir ou demain matin. En quelques mots sur les intermittents. Pour les intermittents, vous savez que nous sommes aussi une terre de culture, une terre de spectacles, de nombreux, autour du patrimoine bourguignon. Et il est vrai que si nous avons réussi à sauvegarder les spectacles en Bourgogne aujourd'hui et les festivals, si demain
à la suite du rapport qui sera remis ce soir au Premier ministre, quelques avancées autour de cet accord qui doit malgré tout être signé par le gouvernement, il va de soi que les craintes sont nombreuses, mais que j'espère qu'il y aura un apaisement dans les heures qui viennent aussi. Je reviens quand même d'un mot sur la façon dont c'est géré par le gouvernement. Droit dans ses bottes, Manuel Valls, ça peut suffire? Il n'est pas droit dans ses bottes, parce que le gouvernement ne peut pas faire autrement que d'accepter un accord qui est un accord paritaire aujourd'hui. Et le gouvernement, dans le même temps, a maintenu le dialogue. Il dit « je dois signer », mais s'il y a des améliorations à faire, je suis prêt à les entendre si elles sont conformes à l'esprit de la loi et à l'accord qu'il y a eu à l'UNEDIC. Je crois que certaines ouvertures pourront être faites de façon à ce que ce conflit-là aussi se débloque. Parce que c'est vrai que dans les difficultés actuelles que connaît notre pays, dans le contexte économique et social, il va de soi que ces conflits à répétition ajoutent au mécontentement ambiant, ajoutent à ce climat un peu délétère qu'il y a dans notre pays aujourd'hui. Et je pense que c'est contre cela qu'il nous faut aujourd'hui travailler tous ensemble pour y arriver. Bon, on en vient un petit peu sur ce texte, sur les régions, sur les départements, les communes, bref, sur la réforme du territoire. Il y a une commission spéciale qui va être créée au Sénat, on l'a